On est le 18 septembre 2020, cette musique que vous entendez s'est éteinte il y a 50 ans. C'est une musique qui vous a marqué, qui a marqué votre vie, Yazid Manou. Vous êtes, on peut le dire, le plus grand spécialiste, le plus grand fan de Jimi Hendrix. Ça fait 50 ans. Voilà, c'était le 18 septembre 1970, il avait 27 ans. Mais depuis, cette musique ne nous a jamais quittés. Écoutez cette guitare. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans, Yazid Manou? Comment cet artiste phénoménal nous a quittés? Je ne vais pas vous donner une réponse précise, là, aujourd'hui, 50 ans après. S'il y a des questions qu'on me pose, la question qui revient le plus souvent, c'est comment il est mort. Et je réponds que je n'en sais rien, j'étais pas là. Mais officiellement, Jimi, ce soir-là ou cette nuit-là, a pris pour je ne sais quelle raison 9 comprimés de somnifères, des Vesperax. Et il s'est étouffé dans ses vomissures. Ouais. Tout simplement, tout salement, voilà comment Jimi est mort. Ouais. Écoutez, encore quelques instants, on va parler de cette guitare. Écoutez ça. Ça fait donc 50 ans maintenant. Et 50 ans après, ça continue. Ça va durer encore. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Un bon héros est un héros mort. Jimi qui disparaît au top à 27 ans, qui reste encore maintenant le roi incontesté de la guitare électrique. J'ai toujours pensé que l'instrument roi sur la planète, c'était la guitare. Qui est le dieu de la guitare? C'est Hendrix. Ouais. Voilà. Et il y a en effet tout ce qu'il a apporté à l'instrument, parce qu'on a toujours parlé d'un avant et d'un après Jimi. Bien sûr, des guitaristes, il y en a eu, il y en aura encore, mais lui, il a marqué parce qu'il a été celui qui a poussé la guitare dans ses limites. C'était une extension de son corps. Voilà, c'était son utilisation, c'était son jeu de scène, c'était les sons qui sortaient de la guitare. On n'avait jamais été aussi loin, les gens ont été estomaqués à l'époque quand ils l'ont vu. Et voilà, c'est resté. Et puis alors maintenant, il y a la qualité, on s'en rend compte, la qualité de sa musique. Ses titres ne sont pas démodés. Il y a pas longtemps, il y a quelques années, on décryptait les musiques de Jimi Hendrix au baccalauréat. Voyez le nombre de musiciens qui reprennent du Hendrix. Je parle pas de Ben Harper, je parle pas de Prince, enfin bon, on pourrait en citer comme ça pendant des heures. Voilà. Et il n'y a pas un guitariste qui n'a pas fait les accords de Hey Joe ou de Purple Haze. Il n'y a pas un guitariste qui tout d'un coup ne va pas citer en influence Hendrix. C'est le meilleur. Ouais. Et 4 ans seulement. Ah ouais. 4 ans seulement de carrière. Ben, c'est pas le seul, hein. Jim Morrison 4 ans, Janis Joplin 4 ans, tout a été très 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 vite. Et voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ça qui joue dans le culte, c'est quand on se rend compte de la rapidité, de la façon dont tout ça s'est passé, c'est complètement dingue. Ouais, on voit des images ici, parce que 4 ans de carrière et encore tellement d'inédits. Là, c'est un live absolument phénoménal, hein, qui va sortir. Oui, c'est le fameux film qui a été un peu un désastre à l'époque du Rainbow Bridge. Donc c'est 2 concerts le 30 juillet 70 où Jimi est embarqué par Chuck Wayne qui était une sorte d'illuminé. Ils sont tous défoncés dans le film. Le film est incompréhensible, mais ce qui sauve tout ça, c'est qu'à la fin, on a à peu près un quart d'heure de concert en plein air. Jimi est en pleine forme. Et voilà, rien que pour ça, on en veut encore. Ouais, regardez, alors ça n'est pas traduit, mais c'est un document absolument exceptionnel. Et on se retrouve complètement plongé on est dans l'ambiance cette là. époque, hein. Ça se passe dans le cratère de Haleakala, c'est dans une île à Hawaï. Et Jimi fait 2 concerts devant 500 privilégiés. Et pour vous montrer un peu l'ambiance, c'est que chaque participant est choisi en fonction de son signe astrologique. Donc c'est quand même c'est une ambiance particulière. Quand même. Ouais, regardez quelques instants ces images. Alors évidemment, c'est Hendrix. On the side of a volcano. To see Jimi Hendrix in this setting, it was like a gift from God to me. D'interviews et d'images d'archives. Ouais, ouais. Et quand on voit ça, on se dit, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce concert. Ah ben là, en l'occurrence, c'est 500 personnes par concert, alors que lui, il pouvait jouer devant 100 000 personnes. Ouais. Et parce que, finalement, de son vivant, Hendrix n'était pas considéré forcément comme une immense star. Si. Oui. Si. C'est-à-dire que
Le lendemain du festival de Monterey, le fameux concert où il brûle sa guitare, ça se passe donc aux États-Unis. Il est totalement inconnu, il a explosé en Europe, mais il revient dans son propre pays sur l'insistance de Paul McCartney. C'est grâce à McCartney que Jimmy est au festival. Il est présenté sur scène par Brian Jones. Il faut quand même se rendre compte de la popularité de Brian Jones à l'époque. Les Il vient Rolling Stones, d'Angleterre, ils ont pris le même avion et il le présente aux Américains. Heureusement, tout ça est filmé par les caméras de Donald Pennybaker. Et Jimmy, sur un set de 1 heure, il met le feu, c'est le cas de le dire, il casse la baraque et il devient une icône du rock du jour au lendemain. Ouais, on va entendre un autre morceau d'Hendrix archi phénoménal et archi mythique qui va nous donner l'occasion aussi de parler peut-être d'une star française qui était Johnny Hallyday. Écoutez, c'est Jimi Hendrix et Hey Joe. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe. Alors quand je dis évidemment Johnny, c'est parce que Johnny a chanté Hey Joe et Johnny a fait une petite tournée avec Hendrix en première partie. Et là justement, c'était pas une star. L'histoire des deux JH, elle est liée pour l'éternité, puisque quand Jimmy débarque en Angleterre, totalement inconnu en septembre 66, 5 jours plus tard, il y a la rencontre dans un club, le Blazes à Londres, entre Jimmy et Johnny. Là, Jimmy est en train de jouer, il est en train de jammer avec Brian Auger. Et il nous fait la totale, ça veut dire il se roule par terre, il joue avec ses dents, il sort des sons pas possibles. Il met pas encore le feu à sa guitare. Non, pas encore, ça viendra quelques mois plus tard. Mais Jimmy, comme tous les gens à l'époque, est totalement estomaqué. Et il y a un deal qui se fait, puisqu'il y a une petite tournée qui allait démarrer quelques semaines après. Et le futur manager de Jimmy dit... on sera prêt. Ouais. Et en effet, les premiers concerts au monde de l'expérience se sont faits le 13 octobre à Évreux, le 14 à Nancy, le 15 à Villerupt et le 18 octobre à l'Olympia. Voilà, et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient pu voir Johnny Hallyday et Jimi Hendrix en première partie. Phénoménal. Si vous l'aviez en face de vous, Jimmy, vous, le fan, Yazid, là, 50 ans après, vous qui continuez de vivre avec Hendrix, vous lui diriez quoi ? Je me suis jamais posé cette question et j'ai toujours vécu en sachant que Jimmy était mort. Il est devant moi maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Enfin, je sais pas, je vous réponds, c'est ridicule parce que j'ai tellement de questions, j'ai tellement de choses, j'ai tellement de... Peut-être que je serais estomaqué pareil et que je ne dirais rien. Je serais peut-être juste content de lui serrer la main. Oui. Comment il vient à la guitare ? Il vient à la guitare parce que il entend les disques de son père. Il est déjà sensible au blues, des disques qu'écoutait donc son papa. Et puis comment ça vient, comment on tombe amoureux des fleurs, des abeilles, des étoiles, des voitures, des femmes. Lui, ça a été la guitare. Ouais. Voilà, il a été pris. Et c'est vrai que des enseignants non pas se sont plaints, mais ont été dire au papa. Votre enfant, il y a un problème, il faut absolument lui acheter une guitare. Donc il devait manifester déjà une envie physique de jouer de cet instrument. Ouais. Et une forme aussi d'autodestruction, il faut le dire, parce qu'on parlait tout à l'heure des conditions de sa mort, mais il y a la drogue. Oui, non, Est-ce mais que là, Jimmy aurait été le génie qu'il est sans la drogue ? On fait un saut en avant. Je sais pas, poser la question à d'autres. C'est pas le seul. Voilà, c'était une époque. Tout ça était lié. Moi, il y a une phrase que je retiens d'une de ses petites copines. Alors, je sais pas comment ça va être compris. Attention, accrochez-vous. Mais Jimmy, quand il prenait de la drogue, ça le ramenait à la normale. C'est vrai. Voilà. C'est qu'au fond, c'était... je vais dire, c'était sa vie d'être comme ça, et c'était aussi l'époque. Non, mais on peut pas non plus tout baser là-dessus en disant Hendrix était un drogué. Hendrix, j'en profite ici pour le dire, il n'a jamais pris d'héroïne. Il a peut-être sniffé comme certains à l'époque parce qu'il fallait essayer, et c'était pas le seul, mais il n'a pas été accro à l'héroïne. Quand on a dit mort, overdose, dès qu'on dit overdose, les gens disent « Ah ben overdose d'héroïne ». Ouais. Non, il a fait une overdose de somnifères. Mais de toute sa vie, il a expérimenté. Donc, à l'époque, que ce soit les Beatles, les Stones, je peux en citer, il y a des amphétamines, on prend des pilules pour pas dormir, demandez à Elvis Presley, demandez à Johnny Cash. C'est vrai qu'il a tout de suite adoré les acides, ça, il n'y a pas de problème. Les joints, toute une génération rock de l'époque. Oui, voilà. Donc, il l'a payé d'ailleurs très cher. Où est le problème. Mais au-delà de ça, un homme engagé, parce qu'au fond, quand il reprend à Woodstock l'hymne américain en pleine guerre du Vietnam, c'est aussi une marque de ce qu'il était au fond de lui. C'est sa façon à lui de répondre, et puis il ne faut pas oublier que le papa de Jimmy a été à l'armée.
puisqu'il a récupéré son fils que 3 ans après sa naissance, parce qu'il était mobilisé, il ne pouvait pas partir. Jimmy s'est engagé dans la 101e division à portée des parachutistes, une prestigieuse unité. Il est resté 13 mois à l'armée. 13 mois, ça marque quand même. Donc quand il arrive à Woodstock, c'est lui qui clôture le festival. Alors il faut quand même savoir que l'hymne américain, américain, il le faisait déjà depuis 1 an. Ouais. C'était pas la première fois qu'il faisait l'hymne américain. Mais bon, là, il y avait les Mais caméras. qui transforme une espèce de bruit de bombe. Il l'a toujours joué comme ça. Oui. Mais ce matin-là du 18 août, la version, il n'y a pas de mots. Ouais. Donc c'est sa façon à lui, parce que c'était pas quelqu'un qui prenait le micro pour s'engager, pour parler, il n'était pas politique, il n'était rien. Tout ce qui l'intéressait, c'était la musique. C'est que par rapport à tout ce qui se passait, voilà, il prend sa guitare, il a des pédales d'effet, et il va imiter le bruit des bombes, les avions qui s'écrasent, les enfants brûlés au napalm. Voilà, c'est sa façon à lui de répondre à la guerre du Vietnam. Ouais. Et depuis 50 ans, des inédits, on retrouve encore, on se rend compte de l'exubérance créatrice absolument fantastique. C'est un gros business aussi, hein. Ouais. Donc ça, on n'y coupe pas, mais que ça soit pour Marley ou demain Johnny ou Prince, il n'y a rien d'original, quoi. Voilà, donc dès qu'on peut trouver une pépite ou quelque chose, ça sort, et parce qu'il y a des fans, des gens qui sont là pour acheter. Ouais. Mais vous, Yazid, Oui. comme j'allais dire, vous êtes tombé dedans étant petit. Hein, et la première fois que vous entendez Electric Ladyland, ce fameux chef-d'œuvre double vinyle à l'époque, bah, c'est votre vie qui change aussi. À vous. Oui, je m'en remets pas. Je veux dire, quand vous me demandiez ce que je dirais si je voyais Jimmy devant moi, je pense que je le remercierais, puisqu'il a totalement changé ma vie. Donc, à tous les niveaux. Voilà. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans Jimmy, mais voilà, je le remercie. Ouais. Ça veut dire que cette guitare, cette musique qu'on entend là, elle va résonner encore et encore pour les générations futures. Il y a des chances. Ouais. Il y a de fortes chances que si on parle d'un musicien dans plusieurs années, il ne sera pas le seul, mais en tout cas, il arrivera au top. Ça sera Jimi Hendrix. Ouais. Et ce morceau-là, notamment. Ah là là, Dylan. Ça. Dylan. C'était un fou de Dylan. C'était un fou de Dylan. D'ailleurs, au départ, quand il est arrivé à Londres, il n'était pas vraiment chanteur. Mais c'est vrai qu'en se disant, mais si avec une voix pareille, on peut chanter, je peux peut-être m'y mettre aussi. Bon, évidemment, je fais des raccourcis, mais Dylan a poussé Jimmy, et d'autres d'ailleurs, à chanter et aussi à composer. Ouais. Alors on se quitte avec ça. Yazid, c'est indispensable, j'allais presque dire, c'est vital. Hendrix, c'est la vie, ça va au-delà du rock, ça va au-delà du jazz, ça va au-delà de la pop. Ben, vous avez tout dit, hein. Moi, je veux dire, c'est devenu ma vie, mais bon, c'est vrai que ça reste voilà, un immense guitariste, on parle de musique, mais Hendrix est présent, on pourrait parler de son accoutrement, de sa façon de bouger, donc la mode, on entend sa musique dans les pubs, les gens parlent de lui, il est quelque part un peu partout, quoi. Ouais, il est même sur votre t-shirt. C'est vrai, Yazid, et c'est rare que je porte un t-shirt, mais aujourd'hui c'est quand même exceptionnel. Merci beaucoup. Allez, Jimmy, forever, pour toujours, 50 ans après aujourd'hui. Merci Yazid Manou. C'est moi qui vous remercie. Falsely now, the hour's getting late.